Ici Ludovic Lavacoté et Jules Boulet. Et vous écoutez Faut partager ça. Faut partager quoi? Un balado animé par des étudiants pour des étudiants offrant des témoignages et des outils concernant la réalité étudiante. Bonne écoute à tous! Donc, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, moi et Ludovic, on enregistre un épisode en vue de la semaine de la francophonie. Donc, évidemment, c'est important pour nous de célébrer la langue française, puis d'embrasser notre culture. C'est pourquoi je vous invite d'ailleurs à consommer de la musique, du cinéma et de la littérature locale. Donc, parlant de littérature, c'est la thématique qu'on aborde aujourd'hui avec notre invité que je te laisse présenter, Ludovic. Oui, donc vous avez clairement déjà vu son nom passer sur votre guide de l'analyse littéraire ou sur votre document Comment en finir avec les fautes. Aujourd'hui, on reçoit l'enseignante au département littérature Michèle Genre. Elle a étudié à l'Université de Chicoutimi et elle est aussi très impliquée dans le tutorat au Cégep de Bécomo ayant travaillé ici depuis 17 ans. Salut Michèle. Bonjour. Bonjour. Comment vas-tu? Ben ça va bien. Vraiment intéressée de venir vous rencontrer ici. C'est vraiment le fun. Merci. Oui, ça devrait être agréable. Fait que dans le fond, c'est important de considérer que notre ligne directrice de ce balado-là, notre but, c'est de démystifier la question suivante. Est-il possible d'apprendre à aimer la lecture? Fait que je commencerai par te demander, c'est quel livre qui t'a donné envie d'apprendre puis d'enseigner la littérature, en fait? Ben, je vais vous surprendre. En fait, je suis un cas du genre, à 6 ans, quand j'ai découvert que lire, c'était le fun, j'ai pas lâché. Okay. Donc, je peux pas dire, genre, je peux en nommer un. Ouais, mais je vous dirais, là, j'ai commencé mes études universitaires par un bac en histoire. Et pendant mes études en histoire, avant ça, là, j'étais une boulimique de lecture. Je lisais à peu près de tout. Mais quand je suis rentrée en histoire, j'aimais ça quand, par exemple, on étudiait la Russie et l'URSS, le 19e, 20e siècle. Et puis là, désolé, il me manquait quelque chose pour comprendre vraiment qu'est-ce qui habitait la tête des gens à cette époque-là. Et j'allais lire des poètes de cette période-là pendant que je suivais mes cours d'histoire. Même chose pour le Moyen-Âge. J'allais lire des écrivains du Moyen-Âge. Je trouvais que c'était tellement tripant on avait le plus, plutôt que d'avoir une liste de points, voici des caractéristiques de ce qui s'est passé pendant la Révolution russe, d'avoir aussi l'intérieur par la voix des poètes, des écrivains. Moi, je trouvais ça fascinant. On voyage avec la littérature, fait que c'est ça finalement que j'aime faire en enseignant la littérature, c'est de voyager dans le temps, de voyager sur les continents avec la littérature. Ouais. Ça propose un nouvel angle, c'est le fun. C'est vraiment fascinant. Est-ce que vous vous souvenez d'un moment précis où vous avez vu un étudiant accroché à la lecture? Il y en a quand même plusieurs, mais j'ai donné à lire un essai dans le 4e cours de français, dans celui de communication. Je serai un territoire fier et tu déposeras tes meubles de Steve Gagnon. Et c'est un essai qui parle qui propose une masculinité positive et qui a fait du bien à bien des gars. Quand ils m'en ont parlé après, faudrait que ce livre-là soit entre les mains déjà au secondaire. On a besoin de ça. On a l'impression qu'on a juste un modèle de mâle, puis il faudrait qu'on soit fort, qu'on corresponde à tel comportement, tout ça. Puis au contraire, Steve Gagnon demande à ce que non, il y a plein de façons d'être masculin, puis ça devrait être positif d'être masculin. Et Steve Gagnon parlait entre autres de la pression des fois que les garçons vivent à propos de leur image. Et il y a même des jeunes femmes dans ma classe, on savait pas que vous aussi, vous viviez des pressions comme ça. Fait que ça a vraiment été intéressant. Ça a dérangé quelques lecteurs, mais non, j'ai eu pas mal de retours de la part de plusieurs jeunes garçons qui ont fait « Eh mon Dieu, que j'avais besoin de lire ça ». C'était vraiment le fun. Ouais. Ça doit vraiment être gratifiant quand tu proposes une œuvre, justement, puis que la réception est positive, puis que tu vois que ça a un effet concret sur la vie des jeunes. Là. Oui, c'est pas évident parce que des fois, c'est difficile, il n'y a pas à dire, c'est difficile de trouver des œuvres pour une classe complète. Vous dire à quel point on réfléchit longtemps avant de choisir des titres pour un enseignement en classe, ça c'est évident. C'est hyper difficile. Parce que vous êtes tellement différents. Les uns des autres, puis vous avez peut-être besoin d'entendre parler de telle chose alors que votre collègue a besoin d'entendre parler d'autre chose. C'est difficile de choisir. C'est vraiment difficile. Comprenable. Puis, justement, pourquoi, selon vous, la littérature est encore pertinente aujourd'hui à être abordée?
Oh mon Dieu, c'est tellement une grosse question. Ben, je sais pas pour vous, là, qu'est-ce que vous consommez? Est-ce que vous osez consommer des trucs qui se déroulent dans le temps long? Écoutez-vous des films? Oui. Oui. Beaucoup. Écoutez-vous des pièces? Êtes-vous allé voir des pièces de théâtre? Ouais. La littérature, c'est l'occasion de plonger dans des œuvres complexes. Oui. Je sais que de plus en plus, il y a des jeunes qui vont s'abreuver uniquement à des capsules de 15 secondes, puis c'est du 15 secondes, 15 secondes. On est seulement dans le temps présent. Alors, se donner la chance d'aller observer la vie de quelqu'un d'autre, d'aller voir comment telle autre personne a vécu tel truc, un truc qu'on n'a jamais vécu nous-mêmes. Je sais pas, moi, vous avez toujours eu des relations amoureuses saines, à titre d'exemple. Et puis là, vous lisez, qu'est-ce qu'on pourrait lire? On pourrait lire Le deuxième mari de Larry Tremblay. Je l'ai déjà fait lire par le passé. Puis, dans ce roman-là, bien, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit comment la manipulation au sein du couple s'installe. Alors, ça devient des nouveaux outils pour regarder nous-mêmes notre relation amoureuse, comment elle se construit. Est-ce qu'elle est saine, ma relation amoureuse? Est-ce que j'ai des bons comportements? Est-ce que mon partenaire a les bons comportements? Et ben, ça devient l'occasion, justement, de réfléchir. Je suis pas sûre que ça passe dans une vidéo de 15 secondes, ce truc-là. Fait que, c'est ça, la lecture longue, l'œuvre longue, je parle littérature, évidemment, mais n'importe quoi qui prend le temps, qui se déploie dans le temps, moi, je trouve que c'est gagnant parce que c'est riche. Oui. Oui. On est tellement habitué d'être stimulé par, justement, là, les outils numériques, la technologie, que des fois, ça peut paraître comme une lourde tâche d'avoir d'avoir un divertissement qui est plus long, mais au final, c'est ça qui a fait une meilleure introspection, qui joue dans l'imaginaire. Fait que, oui. Je suis vraiment d'accord. S'il y a quelqu'un qui vous arrive et qui vous dirait « Moi, j'aime vraiment pas ça lire », comment est-ce que vous arrivez à le convaincre de réessayer? Oui, de réessayer. Moi, il m'arrive parfois, ça arrive quand même assez souvent, oui, que des gens me disent « J'aime pas lire », mais c'est sûr que les œuvres qu'on vous donne à lire au collégial ne sont peut-être pas c'est peut-être pas le bon titre dont vous avez besoin. Peut-être que c'est moins accessible. Ouais, des fois c'est peut-être moins accessible. Ou ben ça c'est quand même exigeant aussi. Des fois ça peut faire peur. Il y a certaines thématiques qui peuvent faire peur. Mais c'est quand même intéressant de les aborder. Mais sinon, c'est d'aller aller à la bibliothèque, aller dans une librairie. Dites à titre d'exemple, allez voir Émilie, puis dites-lui, moi au cinéma j'aime tel type de film. Eh bien, elle va peut-être aller chercher les titres que vous, ça pourrait vous plaire parce que ça correspond plus à vos intérêts. Et c'est peut-être pas la fiction qui va vous intéresser, c'est peut-être un ouvrage scientifique, c'est peut-être des essais, c'est peut-être un ouvrage politique qui va vous intéresser aussi. Moi, j'ai souvenir, j'ai bien des étudiants qui babounaient un petit peu là, dans nos cours, le truc littéraire, moins, mais c'était des bons lecteurs d'ouvrages politiques et ils adoraient ça, puis tant mieux, si c'est là votre créneau, allez-y. Là, c'est pas de se fermer à cette. Puis là, j'attends mes collègues. Quoi, tu parles pas de littérature? Oui, je vais en parler aussi, mais c'est une porte parmi d'autres vers la lecture. C'est ça, il faut trouver sa porte d'entrée. Oui, c'est en plus effet. facile par la suite. Est-ce que tu considères que les jeunes lisent autrement qu'avant? Puis si oui, est-ce que selon toi, c'est plus un problème ou c'est une évolution en fait? Dernièrement, j'entendais un balado de rad. Est-ce que vous écoutez de temps à autre les balados? Le dernier c'est comment elle s'appelle? Catherine Raymond. C'est une neuroscientifique qui parlait de est-ce que le cerveau est en train de changer? Est-ce que le cerveau des jeunes, à cause des réseaux sociaux, est en train de changer? Allez écouter ça, gang. C'est trop intéressant. Et elle disait, c'est sûr que le cerveau se modifie de telle sorte que ceux qui consomment beaucoup de choses rapides, vous devenez de plus en plus habitués à analyser et à faire des tâches dans le court temps. Vous êtes multitâche. Une personne qui est comme ça devient multitâche. Alors que si on travaille moins le cerveau pour observer quelque chose qui est long, bien, ça devient peut-être un petit peu plus difficile parce qu'on demande une tâche qui demande un long travail, lecture, ensuite analyse. C'est sûr que c'est un petit défi, je trouve, peut-être supplémentaire pour nos étudiants aujourd'hui. Alors, j'ai envie de donner comme conseil, si vous êtes toujours aux 10-15 secondes, tout ça,
aller voir les films. Oui, c'est ça. Tu sais, la créativité naît de l'ennui aussi. Fait que, tu sais, le fait qu'on ait toujours un divertissement si accessible, on a l'impression que ça nous aide, mais ça peut être une nuisance aussi. Puis, tu sais, ça développe moins l'esprit critique. Puis Oui. Quelles approches vous utilisez pour rendre une œuvre plus vivante pour vos étudiants, mettons, qui ont plus peur de l'approcher puis de la commencer? Souvent, quand je sais que j'ai un angle, quand l'œuvre à l'étude me permet de faire un pont directement avec la vie des étudiants, j'y vais à fond de train, là. Je donne un exemple. C'est La femme qui fuit d'Anaïs Barbeau-Lavalette. Quand je l'ai fait lire, j'ai demandé à mes étudiants, sachez-le bien, je les ai préparés avant de plonger là-dedans. Sachez-le bien, Anaïs Barbeau-Lavalette a fait une recherche. Elle ne savait pas c'était qui sa grand-mère. Elle en a eu quelques échos, tout ça. Alors, elle est là à révéler un secret de famille. Et pour préparer mes étudiants, je leur ai dit, nous-mêmes, est-ce qu'on a des secrets de famille? Puis comment on a envie de travailler avec ça? Et puis là, je leur ai demandé si on avait à écrire quelque chose, on ferait quoi, là? Donc, ça les a préparés comme ça à un peu à se mettre dans la posture de la narratrice qui cherche à comprendre qui est sa grand-mère. Fait que ça devient intéressant, on est plus impliqués comme ça dans la lecture parce que nous-mêmes, on se pose les mêmes questions. Oui. Ouais. Vraiment intéressant, c'est intéressant. Ouais. Ah, merci. Puis c'est quoi, en fait, as-tu une activité qui fonctionne presque à tout coup, là, outre celle que tu mentionnes? Ouais. Quand il y a des œuvres qui se prêtent bien à ça, j'aime bien le combat des avocats. Ça, imaginons qu'on a des personnages qui, dans une œuvre, chacun a ses petits débuts, ses mauvais comportements, tout ça. Alors, ce que je leur demande de faire, c'est chacun doit être l'avocat d'un des personnages et doit défendre. Donc, on est au tribunal, puis on a chacun à parler à défendre notre personnage, puis à devoir prouver, là, à partir de l'œuvre, là, pourquoi finalement il a fait ça, puis on va l'excuser, tout ça, puis à la toute fin, je demande aux étudiants, si on avait finalement à trancher, là, comment se comportent tous ces personnages-là? Qu'est-ce qu'on en retire finalement de tout ça? Mais c'est d'être chacun l'avocat. Moi, je trouve que c'est un exercice qui souvent va intéresser ceux qui parlent moins. Là, ils ont envie soudainement de défendre de quoi, là. Fait que je trouve ça super intéressant. Il n'y a pas à dire, la littérature, après avoir déposé un livre, la magie, ça s'opère aussi quand on en discute ensuite avec d'autres. Qu'est-ce qu'on en a retiré? C'est vraiment vrai. Quel livre recommanderiez-vous à quelqu'un qui veut recommencer à lire, mais vraiment doucement? Alors, j'en aurais comme 2. Okay, vous me permettez? Yes. J'ai découvert dernièrement une autrice québécoise d'origine palestinienne. C'est Yara El Gaban. Elle a écrit quelques romans, dont L'ombre de l'olivier. C'est splendide, c'est tout simple. C'est une jeune fille palestinienne. C'est d'actualité, mais pas dire. Une Palestinienne qui, eux, ont décidé de quitter leur territoire. Ils ont vécu comme réfugiés à Dubaï et ensuite à Beyrouth. Et c'est de vivre la vie de réfugié en étant un enfant, puis en comprenant pas ce qui se passe autour d'elle, puis elle essaie juste de vivre, puis de grandir, puis de vivre ses premiers émois amoureux, tout ça, puis c'est super beau, c'est tout en dentelle, c'est tout fin, puis on se prend pas la tête, c'est vraiment bien. Ou sinon, vous pourriez aussi lire, moi j'ai adoré, quand j'étais au cégep, moi c'est ça qui m'a allumé, là. Franchement, là, j'ai fait « Ah, wow, la langue, elle est géniale ». C'est La Fée Carabine de Daniel Pénac. Ça date quand même d'un petit moment. Daniel Pénac a imaginé il a une tonne de romans autour de ce personnage-là, Benjamin Malocène. Benjamin Malocène, c'est un gars assez simple, tout ça, mais il est toujours au mauvais moment, au mauvais endroit, de telle sorte que la police croit tout le temps que c'est lui le coupable du crime, mais c'est pas lui. Il est toujours mal pris. Non, c'est pas moi. Mais c'est drôle, c'est une splendeur. Fait que c'est facile à lire, là. Allez-y, là, La Fée Carabine de Pénac, là, c'est super intéressant. OK. Puis là, t'en as mentionné quelques-unes, mais as-tu d'autres œuvres québécoises à découvrir absolument, là? Ah, il y en a des tonnes. Oui. J'ai découvert un titre que, malheureusement, je trouve que ça circule pas suffisamment, c'est La Bête creuse de Christophe Bernard. Dans ce roman-là, ça se déroule sur 100 ans.
Là, c'est pour les bons lecteurs qui ont envie de... Ça se passe sur 100 ans et on a l'histoire d'un... au départ, c'est une chicane sur une patinoire à propos. Est-ce que le but est bon ou pas? OK? Il y a une équipe qui dit il est bon, puis l'autre dit il l'est pas. Et à partir de là, il y a une vengeance qui grandit, et ça se déroule sur 100 ans. Fait que mais c'est drôle et c'est une beauté de langue, là, c'est formidable. C'est quand même assez épais, fait qu'on se balade d'une période à l'autre. Comment au début la vengeance s'est installée, puis à ce moment-là, le narrateur, c'est un conteur, hein, on a l'impression d'entendre Fred Pellerin parler, c'est tellement drôle, c'est tellement vivant la façon dont il parle, parce c'est une langue qui reproduit un peu l'oralité du début du 20e siècle, c'est vraiment drôle. Puis on arrive à la fin du 20e, début 21e siècle, les descendants de ces hommes qui se sont disputés, là, étaient-tu bonnes ou pas? Le bon était-il bon? Le but était-il bon ou pas? Donc, c'est ça. Il est pris avec une espèce de fantôme qui le suit. C'est vraiment flyé. C'est important de lire du québécois, puis Oui. en fait d'encourager ce qu'on produit au Québec, peu importe le médium là, en fait, mais on a souvent aussi nos référents, fait que il y a quelque chose de convivial, de familier, c'est vraiment cool. Oui. Est-ce que vous auriez aussi un livre quand même court, mais marquant pour les personnes qui sont vraiment pressées au quotidien? Il y en a plusieurs. Ces derniers temps, si vous êtes prêt à quelque chose de cru, là, rentre dedans. Mélasse de fantaisie de c'est Francis Ouellet. Ça se passe dans le faubourg à Mélasse. C'est un secteur de Montréal où un secteur pauvre avant que ne soit construit Radio-Canada. Donc, on est dans les années 50, 60 et c'est trash. C'est quelque chose, c'est une langue qui rentre dedans, c'est une enfance vraiment pas heureuse, mais c'est drôle aussi à la fois, c'est fascinant. La langue, elle est crue, mais elle est belle, puis c'est un petit bijou, là, on ne peut pas laisser le livre, c'est facile à lire, là, c'est trop... Parce qu'il y a beaucoup de familiers mélangés avec du soutenu, genre? Oh oui, du soutenu, pas soutenu. Il y a beaucoup de familiers. Oui, il y a beaucoup de familles. Oh oui, il y a beaucoup de... et il y a aussi, c'est la description des personnages. Ce sont pour plusieurs, des poquets, là. Mais on s'attache à ces gens-là, là, c'est tendre aussi, là. Fait que c'est vraiment intéressant. Ouais. Cool. Puis, avez-vous un roman qui surprend souvent vos groupes? Souvent, je peux pas dire souvent parce que j'essaie souvent de changer d'œuvre de session en session, mais c'est pas tant un roman. Moi, je vous dirais Uburois. En avez-vous entendu parler? Non. Uburois, d'Alfred Jarry. C'est une pièce de théâtre, donc je suis pas dans le roman, désolée. Pièce de théâtre. Uburois, c'est un personnage grotesque qui, convaincu par sa femme, veut envahir la Pologne. Et là, il est niais, il a le cerveau de quelqu'un de 4 ans, puis il veut s'approprier l'argent de tout le monde, et il va battre les gens, il va les enfermer, et Ubu a donné par la suite l'adjectif ubuesque pour parler de dirigeants autocrates violents, et je vous dirais que ces temps-ci, je regarde aller Donald Trump, puis il est tellement Ubuesque. Il est ubuesque. Oh oui, carrément, c'est lui. Mais c'est un personnage qui, Jarry l'a imaginé comme il a imaginé sa pièce de théâtre comme si c'était des marionnettes manipulées par des enfants de 5 ans. Fait que c'est fascinant parce que c'est des comportements de cours de garderie, à la limite, là. Mais ça dit tellement des choses profondes sur la dictature, sur la prise de pouvoir, sur la violence étatique. Fait que c'est vraiment intéressant. Mais c'est tout un clash. Merci beaucoup pour cette recommandation. Ça fait plaisir. Tout à l'heure, tu avais parlé un peu que la lecture pouvait aider à comprendre différentes réalités, comme la pauvreté ou de quoi comme ça. Est-ce que tu pourrais plus creuser sur en quoi la lecture peut aider à mieux comprendre le monde ou même soi-même?
si on n'a jamais vécu tel truc, c'est dans le fond, je suis en train de me répéter, hein. Si on n'a jamais vécu, hein, si on n'a jamais vécu tel truc, si on n'a jamais vécu dans les Caraïbes, à titre d'exemple, et vous voulez bien comprendre ce qui se passe dans les Caraïbes actuellement, là. Là, il y a, c'est intéressant justement d'aller voir de l'intérieur comment les écrivains nomment leur territoire. Oui. Et on se rend compte à ce moment-là que, ma foi, les gens sont comme nous, là. Ils ont les mêmes espoirs, les mêmes aspirations, les mêmes défaites, peut-être pas les mêmes barrières, mais c'est nécessaire de pouvoir entendre la parole de l'autre. Parce qu'on reste pas seul, finalement, soi-même. Quand on lit, si on découvre la parole de l'autre, c'est ça qui est intéressant. C'est d'aller vers les autres, d'aller voir ce que les autres ont pensé de certains trucs, là, on n'avait jamais pensé à ça, puis voilà que quelqu'un nous en parle, et puis là, soudainement, ça nous intéresse, ce truc-là. Fait que c'est, Au-delà... Ça ouvre nos œillères, hein, ça. Oui. Ouais. Est-ce que la littérature, ça peut réellement, selon toi, changer une trajectoire? Oui, sûrement. Sûrement. Je dirais pas, à titre personnel, je l'ai pas vécu comme tel. Mais je suis assurée qu'il y a des lectures qui, à certains moments, ont pu marquer des gens à un point où ils ont changé de carrière. Ils ont remis en question bien des idées qu'ils avaient à propos du monde. Ouais, l'art permet ça. Oui. Puis encore là, mon Dieu, j'ai la difficulté à compléter cette idée-là. C'est aucun problème. Comment c'est un peu facile, hein, c'est vrai. Que diriez-vous à votre vous de 17 ans à propos de la lecture? Peut-être 17 ans et peut-être un peu avant que vous commenciez à lire à propos de l'histoire et tout, parce que là, vous aviez déjà accroché. Ouais, mais en fait, j'ai commencé tellement tôt. Ou à un jeune de 17 ans, en fait, tu veux s'y mettre. Ouais, aussi. Peu importe, tu peux juste diriger la question vers l'adolescence en général. Là. Il y a une phrase de Umberto Eco que j'aime bien. Il dit ceci, Umberto Eco, c'est quelqu'un qui décide de vivre sans lire va vivre sa vie. Quelqu'un qui décide de vivre et de lire peut vivre 5000 ans. Ça fait 5000 ans qu'on a des textes comme ça disponibles. C'est une façon de voyager dans le monde, de voyager dans le temps. Et moi, je trouve ça formidable, là, c'est du voyage, c'est du rêve, c'est de partir à l'aventure. Je suis vraiment d'accord. Oui. Ouais, hein? Cool. Au-delà du volet académique, là, on pense pas là, aux travaux à remettre, mais si vous deviez mettre un livre entre les mains de tous les étudiants et étudiantes du cégep, peu importe l'âge, le sexe, le programme, mais que tu penses que ça les ferait cheminer, lequel tu choisirais, puis pour quelle raison? L'importance de voir la beauté, hein? L'importance de voir ce qui est beau autour de nous. Et ça passe aussi beaucoup par la poésie. Et mon Dieu, qu'on a des jeunes qui ont peur de la poésie. Alors, je suggère ceci. Patrice Desbiens, c'est un poète ontarien que je trouve accessible pour des jeunes de votre âge. Je trouve ce qu'il fait est vraiment bon. Puis là, tant pis pour vous autres, je vous lis un poème. Tu fais bien. Super. Ici, il parle justement d'une peine d'amour. Je trouve que c'est tellement bien dit. On comprend, puis on comprend la peine en même temps. Ça s'intitule « Je me réveille ». Je me réveille au son d'une pelle qui gratte la neige. Je me réveille au son de cloches qui sonnent contre les fenêtres endormies. Je me réveille au son des voitures qui se glissent dans le delta des rues. Je me réveille au son des camions qui charrient le papier pour les poèmes que je n'ai pas encore écrits. Je me réveille au son des souvenirs qui écrasent le silence. Je me réveille au son de ma pensée. Le gris du ciel et le gris du cerveau. Le café m'attend, le téléphone m'attend, le miroir m'attend, l'appartement m'attend, l'amour m'attend, la vie m'attend. Je me réveille au son de Sudbury. Je me réveille au son de ta voix qui vient du fond de mon amnésie. Je me réveille au son de ma voix qui soupire ton nom dans l'oreiller sale de l'aube. Je me réveille au creux de la distance. Je me réveille à Sudbury dans la lumière de ton absence. Je me réveille au son d'une pelle qui gratte la neige. Et tout recommence. Mon Dieu. C'est vraiment touchant, puis j'ai l'impression que ça fait
Ça fait bien de conclure le podcast par Ouais, une ça œuvre clôt. québécoise comme ça. Ah, Hum, ontarienne. Oh, Ben oui. ontarienne, mon Dieu, Ben, désolé. c'est pas C'est grave. francophone. Oui, c'est francophone. Oui. Oui. Oui, donc, ben merci beaucoup, Michel, d'avoir accepté de participer au Ben, ça m'a fait balado. plaisir. Ouais. Puis un petit rappel à tout le monde, là, c'est vraiment important de consommer des œuvres francophones pour préserver notre belle langue. C'est vraiment une richesse qu'on a. Puis, petit message. Donc, du 16 au 20 mars se tiendra la Franco-Fête. Donc, plusieurs activités directement liées à la francophonie vous seront proposées. Participez en grand nombre. Puis, si vous avez déjà accroché sur une œuvre québécoise, n'hésitez pas à la partager à vos amis, à faire des recherches. C'est toujours important, là, Dans jaser. Oui. Parce qu'il est très Club. possible d'apprendre à aimer à lire. Oui. Oui. Club de lecture, là. Oui. Petit club de lecture à 2 amis, là. Allez-y, là. C'est Oui. fun. Oui. Ça fait grandir, hein. Oui. Bon, hey, merci tout le Merci monde. beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir.